En -55, à la mort de Bérénice IV, Cléopâtre est la plus âgée des enfants royaux. Elle se prend à rêver de pouvoir, mais c'est une femme. Et selon la coutume ptolémaïque, elle sait qu'elle ne pourra pas régner seule. Quelques mois avant sa mort, Ptolémée XII la désigne pourtant comme successeur. Il lui explique les secrets du pouvoir et l'inscrit sur son testament avec son très jeune frère, Ptolémée XIII. Cléopâtre a environ 17 ans lorsque son père va l'associer à son pouvoir. Il considère manifestement qu'elle est la plus talentueuse de ses enfants, et c'est sans doute vrai. Cléopâtre a de grandes ambitions, car elle sait qu'il y a de nombreux exemples de femmes fortes parmi ses ancêtres ptolémaïques. Elle va non seulement les imiter, mais tenter de les surpasser. Le lien entre toutes ces reines ptolémaïques s'établit déjà par leurs prénoms, toujours les mêmes. Pour les reines, il y a 3 noms, Arsinoé, Bérénice et Cléopâtre. Arsinoé, ça veut dire celle qui a des pensées viriles, Bérénice, ça veut dire celle qui porte la victoire, et Cléopâtre, ça veut dire la gloire de son père. Beaucoup de gens ignorent qu'il y a eu 7 Cléopâtres pendant le règne des Ptolémées en Égypte. Bien sûr, la plus célèbre est Cléopâtre numéro 7. La première du nom est l'épouse de Ptolémée V. C'est aussi la première à exercer le pouvoir à la mort de son époux, plus d'1 siècle avant la dernière reine d'Égypte. Elle règne au nom de son fils encore mineur. Et le nom du petit roi ne laisse pas de place au doute. Philométor, celui qui aime sa mère. Les femmes ptolémaïques disposaient d'un degré de pouvoir tout à fait inhabituel dans le monde antique. Ces reines gouvernaient parfois en tant que co-dirigeantes avec leurs frères qui étaient le plus souvent leur époux, ou leur fils, ou leur père. Elles étaient donc en position d'autorité. Ces femmes étaient connues pour négocier. Elles se faisaient représenter dans les temples à donner des offrandes. C'étaient des chefs très respectés. Elles reprenaient certains des concepts de l'Égypte ancienne concernant l'autonomie des femmes et leur capacité à agir en leur nom propre. La deuxième Cléopâtre du nom, présente ici sur les murs du temple de Karnak, va régner elle aussi au nom de son fils. Même chose pour sa nièce, Cléopâtre III. Cléopâtre a grandi en entendant parler de toutes ses ancêtres. Elle devait connaître leurs histoires et a pu s'inspirer de certaines de leurs grandes réalisations. Cléopâtre VII, ultime souveraine d'Égypte, est donc le fruit d'une histoire dynastique. Chez les Ptolémées, les femmes ont appris à aimer le pouvoir comme les hommes. Elles deviennent incontournables dans les prises de décisions politiques. Et la dernière des Cléopâtres est l'exemple même de cette soif de régner. Les gens ne s'intéressent qu'à Cléopâtre VII à cause des films aujourd'hui, mais toutes les Cléopâtres ont compté. Qu'est-ce qui différencie la dernière Cléopâtre de toutes les autres reines? Pourquoi l'histoire ne retient qu'elle? Un indice se situe peut-être dans son véritable nom. Cléopatra Théa Philopator, qui signifie Cléopâtre, la déesse qui glorifie son père. Sa figure tutélaire est donc celle de Ptolémée XII, et non celle de sa mère. On sait très peu de choses sur l'enfance de Cléopâtre. On sait par exemple pas qui est sa mère. On sait que son père est Ptolémée XII Aulète. Qui est sa mère? Une grecque, très probablement, gréco-macédonienne, mais on n'en sait pas plus. Cette parenté inconnue ajoute du piquant à son histoire. Fille d'un roi grec, également pharaon d'Égypte, elle représente le mélange des cultures du nord et du sud du bassin méditerranéen. Cléopâtre était incroyablement avisée et connaissait, au sens presque moderne du terme, les questions d'identité culturelle. Elle était capable de changer de culture au gré de ses conversations, de se présenter d'une manière totalement différente en fonction des objectifs qu'elle poursuivait. Mais au fond, nous savons que sa première langue était le grec ancien, qu'elle était immergée dans la vie à la grecque d'Alexandrie, donc elle était à bien des égards très gréco-macédonienne. Cléopâtre est l'une des dernières Ptolémées, mais elle a quelque chose en plus. Peut-être que sa mère, n'appartenant pas à la dynastie, a permis d'instiller du sang neuf dans cette famille qui pratiquait l'inceste.
Je pense qu'elle devait être très intelligente et bien s'occuper du peuple égyptien. C'est pour ça qu'elle s'est imprégnée de la religion et de tous ses aspects, et aussi de la langue locale. Elle a vraiment compris ce que signifiait le pouvoir en tant que reine, voire en tant que femme pharaon d'Égypte. Elle choisit en effet d'apprendre l'égyptien alors qu'en 300 ans de règne, sa famille, d'origine grecque, n'avait même pas fait cet effort. Cléopâtre était une femme très cultivée. On dit qu'elle parlait une dizaine de langues. Elle parlait évidemment le grec, elle parlait le latin, mais elle est aussi la première de sa famille, de sa dynastie, à parler couramment l'égyptien. Ce qui, du point de vue des Romains, n'est pas du tout un compliment, puisque dans l'esprit des Romains, il n'y a que deux langues, le latin et le grec. Le reste, ce sont des langues de barbares. Donc si Cléopâtre est experte en langue de barbares, c'est qu'elle l'est elle-même. Ce qui déplaît surtout, c'est son envie d'indépendance qui apparaît très jeune. Cléopâtre s'émancipe par l'éducation. Elle s'intéresse aux sciences et au pouvoir des poisons. Elle aurait même écrit des traités de médecine. Une force de caractère et une intelligence qui agacent beaucoup Rome. Ce pouvoir féminin est considéré comme une aberration du point de vue des Romains. La société romaine était patriarcale et on pense que les femmes sont d'éternels mineurs, ce sont des enfants. Les yeux rivés sur la Méditerranée, les Ptolémées craignent Rome et préfèrent la politique de la soumission à celle de la guerre. Cléopâtre aura, elle, une autre stratégie. Plutôt que de courber le dos face aux Romains, elle va tenter de les manipuler pour en faire ses alliés. Le but ultime de Cléopâtre, c'est de faire en sorte que l'Égypte ne devienne pas une province romaine. Mais ça passe par la nécessité de faire une alliance avec Rome. Cléopâtre avait des alliés. Les plus évidents sont bien sûr Jules César et Marc-Antoine. Car Cléopâtre aime profondément l'Égypte. Hors de question de la vendre comme son père. C'est cette finesse tactique qui va inscrire son nom dans l'histoire. Son retour mouvementé après l'exil avec son père de -58 à -55 lui a beaucoup appris. Tout juste adolescente, Cléopâtre sait déjà que l'unité du pays est fragile. Le royaume s'étend sur plus de 1000 km du nord au sud, le long du Nil. Comment régner depuis Alexandrie, la capitale ptolémaïque, alors que le territoire va jusqu'aux frontières de la Nubie? Régulièrement, des révoltes éclatent sous les Ptolémées, et notamment dans l'ancienne capitale Thèbes, où se trouve aujourd'hui l'immense sanctuaire de Karnak. C'est ici, 150 ans avant Cléopâtre, que la population a d'abord refusé le pouvoir ptolémaïque. Pour éviter de nouvelles émeutes, les héritiers de Ptolémée Ier vont alors imiter les plus grands pharaons en érigeant des dizaines de temples, les associant à des dieux.